Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à Azure Stack HCI et plus particulièrement à Azure Stack HCI installé dans une configuration qu'on appelle le Single Node Cluster. Alors, le Single Node Cluster, c'est une nouvelle façon d'installer Azure Stack HCI. Azure Stack HCI, pour le rappel, c'est une solution hyper convergée qui permet en gros de faire tourner des machines virtuelles sur un environnement hyper convergé, c'est-à-dire sans avoir besoin d'un SAN ou de B ou d'autre chose. On utilise le stockage des disques des différents serveurs, on les agrège avec du storage define, du software defined storage, pardon, et puis la partie réseau également peut être gérée par du SDN. Alors, ça veut dire qu'un cluster, par définition, devrait avoir au moins 2 nœuds. En fait, dans la vraie vie, les clusters Azure Stack HCI peuvent avoir entre 2 nœuds et 16 nœuds, mais il existe des scénarios qui commencent un peu à grimper, qui vont consister par exemple à remplacer des serveurs de virtualisation un peu anciens qui sont dans des usines, qui sont dans des magasins, qui sont dans des agences, donc des monoserveurs sur lesquels aujourd'hui les organisations font tourner des machines virtuelles. Et bien l'idée c'est de pouvoir avec l'Azure Stack HCI Single Node Server pour voir en fait remplacer ces vieux systèmes de virtualisation monoserveur par un système Azure Stack avec les bénéfices que ça intègre derrière, c'est-à-dire l'intégration avec Azure, le mode de facturation spécifique à Azure Stack et la capacité de descendre certains workloads du côté Azure Stack et le tout interconnecté avec Azure. Donc, la première chose qu'on doit faire quand on parle du single node, c'est peut-être de comparer finalement quelles sont les grosses différences qu'il peut y avoir entre une implémentation euh, single node d'Azure Stack HCI versus une implémentation en multinode. Alors, il y a un tableau qui compare les deux. Globalement, pour faire rapide, la seule chose que ne peut pas faire un Azure Stack HCI single node, c'est de faire un stretch cluster. Et bon, on s'en doutera bien, un stretch cluster, c'est un cluster étendu qui est réparti géographiquement dans on va dire des bâtiments ou des salles séparées. Et par définition, quand on est sur un cluster mononœud, c'est très difficile d'avoir du coup des instances de chaque côté si on n'en a qu'une seule. Voilà. Donc ça, c'est la seule chose qui n'est pas supportée dans Azure Stack HCI Single Node Server. Pour tout le reste, on bénéficie de l'ensemble des fonctionnalités. Alors il y a un support du Storage Direct qui va être un peu spécifique, mais ça on va le voir tout à l'heure. On a bien entendu toujours l'intégration native à Azure Arc, on peut toujours le gérer depuis le portail Azure ou via l'admin center également. On est comme pour les déploiements entre 2 et 16 nœuds avec une facturation bien entendu dans Azure, chargée au corps physique. Et puis on va pouvoir utiliser les hybrid benefits dessus et on va pouvoir également acheter entre guillemets ou louer ses licences Windows Server avec ce qu'on appelle les Windows Server Subscription, et donc on n'est pas sur un achat de licence mais sur une location, c'est possible dans ces options là. Dans les autres options intéressantes à connaître, dans les services additionnels qu'on vient mettre sur Azure Stack HCI, on aura bien entendu toute l'intégration des composants Azure Defender pour notamment avoir le Secure Score et donc avoir dans sa console d'Azure Microsoft Defender for Cloud eh bien, la posture de sécurité et les améliorations possibles et les remontées d'alerte qu'on pourrait avoir liées à Defender sur ces implémentations Azure Stack HCI. Et sur un single node server, on peut également installer des services Kubernetes sur Azure Stack HCI, donc les AKS-HCI, et on aura également, alors là c'est pas précisé, mais on aura également le support d'Azure Virtual Desktop, donc à savoir les instances virtualisées dans un environnement AVD pourront tourner du coup sur de l'Azure Stack HCI, même du single node server, et le contrôle plane restera côté Azure. Bien entendu, support d'Azure Site Recovery, rien d'extraordinaire derrière, et support également dans ces instances single node server des GPU, voilà, pour les machines en cluster. Donc globalement, la seule chose que ne fait pas un single node server, c'est d'être géographiquement distribué par définition. Alors, quelques limitations par contre sont spécifiques, et ça donc on va les voir. La première chose, c'est que pour pouvoir faire du single node serveur, l'installer, le configurer, etc., il va falloir passer par PowerShell. PowerShell donc sera nécessaire et obligatoire pour créer
le cluster, et pour activer également le storage space direct, qui je rappelle permet en fait de répartir du stockage, de créer des sortes de virtual SAN en réutilisant le stockage de chacun des nœuds. Là pour le coup on a un seul nœud, donc il y aura un petit peu de paramétrage spécifique qui est lié en fait au mode de déploiement single node. Point super important, quand on est dans un single node serveur, pour la partie stockage, là où vous aurez vos VM, etc., on ne peut pas avoir un mix avec plusieurs technologies de stockage, donc il faudra faire un choix effectivement avec du NVMe ou du SSD. On n'a pas le support du HDD dans ce scénario-là. Donc en fonction des types de matériel que vous allez avoir, vous pourrez ou pas l'utiliser, mais ça c'est précisé, et on regardera tout à l'heure la partie HCL. L'installation des mises à jour également par le Windows Admin Center devra se faire par le serveur manager en fait, et la partie update. Et donc on ne pourra pas utiliser, ça je le redirai tout à l'heure, je le repréciserai, on ne pourra pas utiliser le cluster aware, le cluster aware updating, qui est la mécanique normalement utilisée traditionnellement dans un cluster, mais là pour le coup on est sur un cluster entre guillemets mononœud, et donc le cluster aware updating service ne fonctionne pas dans ce scénario-là. À noter effectivement dans les limitations, mais ça c'est limitations, c'est tout à fait normal de le dire, vu qu'on va avoir un mono-serveur, si on fait une mise à jour de l'operating system du mono-serveur, eh bien on va potentiellement créer une disponibilité des VM qui tournent sur ce serveur. Ça vous l'aurez compris, il faut juste savoir que c'est une limitation. Voilà. Les prérequis donc du coup pour installer un Azure Stack Single Node Server. Alors les prérequis, il va vous falloir un serveur qui soit dans le catalogue supporté en termes de matériel d'Azure Stack HCI. Ça c'est pour des raisons plus de supportabilité, mais si vous avez les specs qui correspondent à ce dont on a besoin, vous pouvez tout à fait l'installer sur un autre serveur, mais c'est fortement recommandé, très fortement recommandé, de l'avoir dans le catalogue. Donc je rappelle que le catalogue est accessible en ligne, et il vous permet en fait de choisir soit un système intégré, préinstallé par le fabricant, ou un système validé, auquel cas vous avez le matériel et vous allez ensuite installer vous-même le composant. Donc on va prendre le premier par exemple, c'est juste pour un exemple. Donc chaque fois vous voyez que désormais en fait il y a écrit entre 1 et 16 nodes, entre 2 et 16 nodes, ici entre 1 et 16 nodes. Donc ça c'est important déjà de regarder dans le catalogue quand vous êtes quand vous travaillez avec un fournisseur, de vérifier que la configuration que vous allez acheter, elle est bien, elle supporte bien le mode 1E. Donc là par exemple si ce modèle-là de DataOn visiblement ne permet pas de faire du single node server cluster Azure Stack HCI. Donc on va prendre le premier tout simplement ici, on va aller faire un tour du côté des systèmes de Lenovo, parce que c'est le premier dans la liste, tout simplement. Et quand on descend un peu dans la page, on va voir ici qu'il y a donc le tableau qui va donner toutes les solutions disponibles dans cette gamme-là, avec leurs caractéristiques techniques. Et ce qui est important, c'est de voir qu'il y a ici une colonne qui s'appelle Single Node Support. Donc du coup, c'est ici que vous allez valider que le matériel que vous avez acheté sera capable d'utiliser effectivement et d'être installé l'Azure Stack HCI en mode single node. Donc vous remarquerez que toutes les machines ne sont pas à même de le faire. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'avait pas, on ne pouvait pas dans un single node mixer différents types de stockage. Et en l'occurrence, ici, on voit bien que là, on a un seul type de stockage qui est du NVMe dans cette solution, et ici du SSD. Et là, on a des mix ici. Et le mix, en fait, est un facteur bloquant pour l'installation d'un Azure Stack HCI en mode single node uniquement. D'accord ? Donc ça vaut le coup, il faut aller faire un petit tour et voir derrière les caractéristiques et bien vérifier cette colonne-là si vous achetez du matériel spécifique pour cet usage. Ensuite, il vous faut bien entendu un abonnement Azure, il n'y a pas de magie derrière, on va faire de l'Azure Stack HCI, donc ça veut dire que on va en gros louer la solution technique du point de vue software, donc on est connecté et c'est vendu comme un service Azure, donc il faut que ce soit associé à un abonnement Azure pour être facturé derrière, donc il vous faudra un abonnement Azure. Il faut également un Active Directory, donc là je précise bien un Active Directory et non pas un Azure AD. Donc un Active Directory, avec en général au moins 2, 3 ou plus en termes de serveurs qui vont agir comme contrôleurs de domaine. Donc l'Azure Stack HCI sera un serveur membre de ce domaine.
Et puis pour toute la partie administration, plus éventuellement quelques points de configuration, il vous faut également une station de travail Windows sur lequel vous allez installer le Windows Admin Center, qui est donc une console graphique qui va permettre de manager différentes choses, notamment le cluster et certains paramétrages et l'enregistrement, par exemple, du cluster Azure Stack HCI directement. Donc, le WAC est pas obligatoire en fait, mais c'est recommandé de l'avoir pour la partie administrative par la suite. Normalement, on doit pouvoir tout faire en PowerShell, mais c'est bien des fois d'avoir la console pour la suite des opérations. Donc généralement, je recommande, je sais pas si c'est vraiment un prérequis dur, mais moi je recommande d'avoir une station à côté qui permette, qui est le WAC dans ses dernières versions. Alors non-issue ou particularité, je ne sais pas comment on doit le dire, effectivement le Windows Admin Center dont je parle ici ne pourra pas être utilisé pour créer un single node cluster. Or, jusqu'ici, généralement, on utilise souvent le Windows Admin Center pour créer des clusters Azure Stack HCI, parce qu'il y a un assistant qui est plutôt bien fait, qui vous permet de faire les bons choix, etc. Même si on peut également le faire en PowerShell. Donc, le Windows Admin Center, on ne peut pas l'utiliser pour créer un cluster Azure Stack HCI mononœud. Donc, ça veut dire PowerShell obligatoirement. De la même façon, pour créer les volumes sur un Azure Stack HCI single node, on ne peut pas le faire depuis le Windows Admin Center. Et donc voilà, on peut avoir des erreurs également sur la partie PowerShell couplée à l'Admin Center. Ça, c'est encore référencé dans les non-issues. Il y a un article qui reprend tout ça. Et aussi, le cluster aware updating, comme je l'ai dit, il ne supporte pas les single node clusters. Donc on passera par une autre mécanique de mise à jour. Mais les non-issues sont plutôt bien documentés ici. Voilà. Sur la partie création des volumes, effectivement, on vous expliquera qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Donc en PowerShell, typiquement, on ne pourra pas dire qu'on va faire... Enfin, il y aura des éléments qui ne marcheront pas si on ne met pas des paramètres très particuliers qui seront liés justement à cette installation Azure Stack HCI Single Node. Alors du coup, on va voir les 4 grandes étapes finalement qui vont être faites dans l'installation d'un Azure Stack HCI. Donc étape numéro 1, vous avez votre matériel. Eh bien, il va falloir, donc, en considérant que le matériel n'a pas été préinstallé, eh bien, il va falloir installer l'operating system d'Azure Stack HCI. Je rappelle que l'operating system, hein, c'est un dérivé ou une version spécifique de Windows Server qui a été packagé par les équipes Azure, qui est supporté par les équipes Azure, et donc du coup, c'est eux qui mettent à disposition, entre guillemets, l'ISO. Donc, première chose, ça va être d'aller télécharger l'ISO d'Azure Stack HCI. Donc, il y a un lien, et donc vous aurez la mind map dans la description de cette vidéo pour avoir tous les liens qui vont bien. Donc, il vous suffit simplement d'aller sur cette page-là, de rentrer vos informations, et vous allez pouvoir télécharger du coup la partie logicielle d'Azure Stack HCI. Et vous pouvez l'utiliser gratuitement pendant 60 jours, ce qui est plutôt bien, ça laisse largement le temps d'évaluer un petit peu tout ça. Une fois que vous aurez passé la période des 60 jours, le mode de facturation classique d'Azure Stack HCI va s'appliquer et donc on sera sur un pricing de 10 $ par corps physique par mois, tout simplement. Mais déjà en 60 jours, vous pouvez faire pas mal de choses. Ensuite, vous aurez téléchargé l'image ISO. L'image ISO, vous allez la mettre sur un média. Média qui peut être une clé USB ou un DVD. Je ne sais pas si on fait encore des DVD, mais bon, on va dire plutôt clé USB. C'est peut-être assez rare de le mettre sur un DVD. Et ensuite, vous allez booter tout simplement sur le média. Donc le début de la première phase d'installation, qui est la phase en texte, entre guillemets, il n'y aura même pas écrit Azure Stack HCI dessus, il y aura écrit Windows Server. Je crois qu'ils ont gardé l'interface de Windows Server. Et une fois qu'on aura eu le premier reboot, et bien là où vous aurez alors quelque chose qui ressemble très très fortement, normal, à une installation Windows Server, sauf qu'effectivement le logo Windows Server a été gommé au profit d'Azure Stack HCI, mais pour le reste, ça reste vraiment du tout à fait classique avec un assistant d'installation de type Windows. Une fois qu'on a passé cette phase-là et qu'il y a eu le dernier reboot, on va arriver en fait dans une interface de type Windows Server en mode Core.
Et là, du coup, la première interface qu'on va avoir, c'est le sconfig, qui est, vous le savez, hein, l'outil en interface texte qui va permettre de faire la configuration, les configurations basiques. Donc c'est ici que vous allez changer du coup le nom de votre serveur, l'intégrer dans le domaine, activer la partie remote management qui doit l'être par défaut si je dis pas de bêtises. Éventuellement, installer et télécharger des mises à jour si vous n'êtes pas sûr ou si vous avez téléchargé l'ISO il y a un certain temps. D'activer le remote desktop, ça c'est fortement encouragé parce qu'après on va pas rester dans une salle machine ou déporté devant une console, on va le faire à distance. Et puis c'est là où vous allez paramétrer la partie réseau, en fonction de si vous avez ou pas un DHCP, de bien mettre les DNS, bien entendu, qui vont vous permettre de faire l'intégration domaine Active Directory, donc bien penser mettre vos contrôleurs de domaine ou les DNS qui vont forwarder vers vos contrôleurs de domaine. Et puis voilà, donc là vous allez avoir quelques petites opérations à faire, tout à fait classiques qu'on connaît quand on vient du monde de Windows ou d'Hyper-V, et qu'on est donc dans des environnements de type serveur core. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va sortir de la console, on aura peut-être rebooté, eh bien, on arrivera toujours sur la console sconfig et on va prendre l'option numéro 15, Exit to Command Line, qui va vous amener dans une interface PowerShell. Et donc cette interface PowerShell, dans celle-ci, vous allez installer les rôles et les prérequis qui sont nécessaires pour la suite et donc pour pouvoir faire un cluster de type Hyper-V. Donc ça veut dire qu'on va aller installer les différents composants. Donc on va lancer en ligne de commande PowerShell install Windows Feature. On va installer ce qui est nécessaire pour du Azure Stack HCI, à savoir BitLocker, DataBridge, Data Center Bridging, le Failover Clustering. Oui, on va installer du cluster, donc il va falloir, là pour l'instant on n'a qu'un nœud où il n'y a pas de composant de cluster. Donc on va installer le service de Failover Clustering, le service de File Server, la data dedupe, bien entendu l'Hyper-V parce qu'on est en train de parler ici d'une solution hyper-convergée dont le but est de faire tourner des VM. Du coup, il vous fera le composant Hyper-V, Hyper-V PowerShell, les outils d'administration distante PowerShell, les outils de clustering, le network ATC, le storage réplica, même si ce ne sera pas utilisé ici, mais il faut quand même l'installer. Et puis ensuite, vous rajoutez ces différents commutateurs. Donc là, tout est bien documenté derrière. Donc vous installez tous ces composants-là, vous allez rebooter pour qu'ils soient tous pris en compte, et notamment Hyper-V, parce qu'effectivement, l'hyperviseur va s'installer suite à la commande que vous allez passer, donc ça nécessite un reboot. Une fois que la machine est réinstallée, donc on sera face à une machine qui sera un serveur core avec les bons composants installés dessus, avec de l'Hyper-V, mais la machine n'est toujours pas un cluster. Et c'est là où en fait on va créer le cluster en mode purement PowerShell. Et pour cela, on va utiliser la commande new cluster. Et donc vous allez faire un nouveau cluster, vous allez donner le nom de votre cluster, le nom du nœud, et important, très spécifique ici, on mettra l'option No Storage. Une fois qu'on aura fait ça, alors oui, point important, si vous créez un nouveau cluster, attention, si vous êtes dans un environnement avec du DHCP, ce qui est normalement à peu près le cas tout le temps, le cluster, l'instance du cluster va récupérer par le DHCP une adresse IP, parce qu'effectivement le cluster devient une entité et va avoir un enregistrement dans les DNS. Si vous n'avez pas de DHCP, il faudra bien penser dans la commande new cluster à faire passer les informations qui permettront de donner l'adresse IP statique au cluster. Une fois qu'on a le cluster qui est monté, et je rappelle qu'on a mis l'option "no storage", on va venir activer le storage space direct, qui même si effectivement ici on est sur un mononœud, il va falloir que le cluster ait l'équivalent de ressources cluster de type stockage, et on va donc activer le enable cluster storage space direct. Point important, il faudra bien mettre l'option "cache disable" pour que ça fonctionne. Une fois qu'on a ça, eh bien, il ne nous restera plus qu'à créer. Donc on aura un storage space direct, donc on aura dans tous les composants entre guillemets pour que le cluster comprenne qu'il a du stockage de type cluster. Et puis il nous restera sur le stockage de type storage space direct à créer un volume. Point important, le volume ne doit pas avoir de tiering, hein, comme je l'ai dit, dans les prérequis ou les contraintes liées au single node cluster, c'est soit du NVMe, soit du SSD, mais surtout pas les deux. Et encore moins de HDD. Et donc pour créer un volume, on va simplement utiliser la commande PowerShell new volume, lui donner un petit nom, la taille de ce volume, et après préciser le type de provisioning, fixe ou fin provisioning.
Une fois qu'on a ça, qu'on aura passé l'étape numéro 2, on aura du coup, dans notre Active Directory, un objet qui sera un objet serveur qui sera le nœud, l'OS et donc le serveur monde qui est ce nœud-là. Et puis on aura un deuxième objet dans l'Active Directory qui sera un objet de type cluster avec une adresse IP supplémentaire. Et donc on aura ici un cluster opérationnel. Ensuite, il va falloir enregistrer ce cluster auprès d'Azure pour du coup le matérialiser également comme un objet côté Azure, un objet de type Azure Stack HCI Cluster. Donc l'enregistrement côté Azure peut se faire soit en ligne de commande PowerShell, soit via l'Admin Center. Alors l'Admin Center, dans la théorie, ça devrait être plutôt simple et bien marcher. Dans la réalité, l'Admin Center, des fois, n'est pas très verbeux, entre guillemets, quand il a un problème, et c'est un peu difficile de savoir d'où vient le problème s'il y en a un. Il vaut mieux le faire en PowerShell. Simplement parce que en PowerShell, on va avoir beaucoup plus de paramètres. Et donc, il va falloir donc du coup installer un module PowerShell, vous l'aurez compris, pour Azure Stack HCI. Et après, on aura la commande register AZ Azure Stack HCI avec derrière différentes informations. Donc là, la première commande qui est donnée dans la documentation, elle est relativement simple. En fait, en fonction de votre environnement, il y aura peut-être besoin de rajouter des choses supplémentaires. Et donc c'est important de bien lire la documentation derrière et de ne pas tout de suite s'arrêter sur la première commande qui est le register, en fonction de si vous avez un proxy, pas un proxy, en fonction de l'endroit où vous pouvez vous authentifier, etc. Il peut y avoir des commandes supplémentaires qui peuvent faire une commande un peu plus longue que celle qu'on pourrait croire. Voilà. Et du coup, ils ont fait carrément une page spécifique sur le registration dans la documentation. Alors registration, si on était dans l'interface graphique, effectivement, ce serait simplement, ça ressemblerait à ça, je clique, je suis sur mon Windows Admin Center, je viens dans mon cluster, je viens sur la partie Arc, et puis là j'active ici, je fais un register, et puis là je donne le nom de mon abonnement Azure, je donne le nom de ma région, le ressource groupe, et puis le nom qui va avoir ce cluster dans Azure, l'objet. Alors attention, soyez cohérents, si votre cluster il s'appelle, je dis n'importe quoi, cluster stan 1, enregistrez-le dans Azure sous le nom d'un cluster qui s'appelle cluster stan 1. Rien ne vous empêche de décorréler, mais après ça va être incompréhensible, donc mettez bien les bons noms. Et comme je le disais, cette interface-là, elle marche bien quand le WAC a bien été configuré avec Azure, qu'on avait les bonnes permissions pour pouvoir faire l'enregistrement du WAC auprès d'Azure. Donc parfois, ça c'est pas toujours, les conditions permettent pas toujours de le faire de manière idéale. Donc j'aurais tendance à dire PowerShell est votre ami, privilégiez le en PowerShell. Et puis si vous avez des problèmes, il ne faut pas hésiter à aller voir la documentation spécifique à la partie registration. Et là, vous allez avoir plein d'informations assez intéressantes. Et qu'est-ce que j'avais retenu notamment Oui, si votre enregistrement s'est planté, ce qui peut arriver si vous êtes passé par le WAC et que ça s'est bien passé, vous avez le droit de réenregistrer. Vous avez des options qui s'appellent repair registration. Vous pouvez aussi aller côté Azure faire du ménage, mais bon, c'est toujours. En attendant, la page liée au troubleshooting registration, elle est assez longue. Donc, si vous avez des problèmes, il ne faut pas non plus s'acharner, il faut aller lire, prendre le temps de lire la documentation et de voir qu'il y a vraiment pas mal d'options qui existent sur le register Azure Stack HCI. Une fois que votre cluster est enregistré et donc qui sera matérialisé comme une ressource dans Azure, eh bien libre à vous d'aller faire des opérations comme des opérations par exemple de mise à jour de votre cluster. Donc pour les mises à jour, vous pouvez passer par le WAC, ça il n'y a pas de problème. Il faudra juste prendre l'outil, pas l'outil de cluster management, mais l'outil du server manager. Et puis généralement, dans la dernière étape, on va activer également le monitoring d'Azure Stack HCI, qui lui va nécessiter du coup un Azure Logs Analytics Workspace, sur lequel en fait vous allez envoyer l'ensemble des métriques et des logs. Alors si on regardait ça, je le fais pas d'habitude, mais là pour le coup je l'ai monté quelque part. Alors, hop. Ça c'est l'installation. Alors oui, donc la mise à jour, effectivement, on va passer par l'outil de le sconfig pour faire les mises à jour, ou par le Windows Admin Center dans la partie Server Manager. Point important, là on a installé ici un single node cluster. On peut transformer par la suite un single node cluster en un cluster multinœud. Donc ça a été prévu. Il y a une documentation pour ça avec différentes étapes.
Ensuite, donc quand vous aurez votre cluster enregistré, voilà, ici on l'a. Donc là j'ai un cluster, il est bien enregistré, il est dans un ressource group. Alors on peut avoir des fois des statuts sur la communication ou pas du cluster, donc ça c'est intéressant de le regarder. Il faut savoir que parfois vous allez avoir un message qui dit que le cluster n'est pas connecté depuis X temps, alors qu'en fait il est connecté, que ça a l'air de marcher. Il existe des commandes qui vont permettre de rafraîchir cet état. C'est des commandes PowerShell qu'on exécutera sur les nœuds du cluster si par hasard le, le rafraîchissement ici n'a pas bien été fait. En général, le rafraîchissement il est fait dans les 12 heures, mais parfois, des fois, il peut y avoir des choses. En tout cas, ici, on voit que l'état il est connecté, qu'on a bien Azure Stack HCI, qu'on a ses scores. Et si on va dans la partie nœud, ici, on voit que dans cet exemple-là, j'ai bien une machine, un mononœud, donc sur une base Intel, dont ma mémoire varie en fonction de la qualité de ma RAM. Normalement c'est 72, je ne sais pas pourquoi j'en ai 40 ici, mais c'est autre chose. Et donc on va pouvoir ici voir l'état du serveur, et on voit ici par cette petite signalétique qu'on a un agent Azure Arc Server qui est installé sur le nœud également en plus. Donc on pourrait aller cliquer ici, et là on voit que mon nœud, c'est un single node, mais ce nœud-là en tout cas est représenté et a un agent de monitoring et un agent Arc qui est installé dessus, et donc il est matérialisé comme une ressource. Le cluster est une autre ressource avec la cinétique qui n'est pas la même, c'est un autre objet derrière. Donc le cluster, une fois qu'il sera installé, dans les options que vous pouvez faire par la suite, donc effectivement je l'ai dit, on peut activer le monitoring. Et donc le monitoring va vous permettre de voir sur les X dernières heures ou les X derniers jours comment se passe votre système. Donc là on voit ici par exemple que j'ai un problème de capacité et qu'on m'encourage fortement à rajouter du disque. Et puis une fois que j'aurai des machines virtuelles qui vont tourner dessus, donc là j'ai la métrique, la métrologie tout à fait classique qu'on peut avoir avec Azure Monitor. Et puis dès que j'aurai des machines virtuelles qui vont tourner dessus, et bien j'aurai l'état des machines qui tournent. Donc là pour l'instant j'en ai... Donc là, il compte qu'une seule machine qui m'ont de physique, mais après, effectivement, quand j'aurai d'autres machines, je pourrai les voir, y compris pour la partie stockage. L'objectif par la suite, après, ce sera d'installer un composant qui s'appelle Azure Arc Resource Bridge ou Azure VM Management, qui permettra directement depuis le portail d'Azure d'aller provisionner des machines virtuelles directement dans l'Azure Stack HCI tout en restant dans Azure ou en utilisant les API d'Azure. Ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Et puis dans les choses intéressantes qui sont encore en preview également, c'est la capacité de gérer depuis le portail Azure son Azure Stack HCI avec un Windows Admin Center, mais qui sera dans le portail d'Azure. Donc ça vous évitera d'avoir une station supplémentaire comme la station que j'ai ici, où là effectivement j'ai mon cluster qui est managé depuis mon Windows Admin Center. Ce cluster, le temps que ça rafraîchisse, eh bien, il est raccordé, à Azure, c'est le fameux cluster dont je parle ici. Et puis ensuite, par la suite, effectivement, vous allez pouvoir ici activer toute la partie bridge, etc. Ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Et vous aurez compris effectivement que du coup le mononœud fonctionne plutôt bien, et puis ensuite il y aura toutes les différentes options qu'on pourra mettre derrière. Voilà. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. N'hésitez pas à revenir sur la chaîne ou à vous abonner. Prochainement, vous aurez des vidéos sur la partie, effectivement, le composant Azure Arc Resource Bridge qui permettra donc du coup de gérer des VM d'Azure Stack directement depuis le portail d'Azure. Et puis on parlera également d'autres scénarios tels que AKS ou encore AVD. Merci beaucoup et au revoir et bonne journée.